Bonjour à tous, bienvenue à cette 4e journée des rencontres du développement durable co-organisée aujourd'hui par l'Institut Open Diplomacy avec les arts et métiers. On va parler d'un sujet passionnant qui intéresse beaucoup les Français, l'avenir de notre industrie. Designer l'industrie du futur, c'est le thème de cette journée. Toujours dans le cadre de cette France en transition qu'organise le ministère de la Transition écologique et toujours en direct depuis la Maison de l'Europe de Paris où nous sommes très heureux d'être établis en pleine conférence sur l'avenir de l'Europe. Je rappelle que grâce à ce mécanisme mis en place par la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil européen, vous pouvez vous-même apporter vos idées sur la façon dont l'Europe doit évoluer. C'est très important pour les Français qui ont fait de l'Europe un sujet prioritaire et juste à la veille de la présidence française du Conseil de l'Union européenne qui commencera le 1er janvier. Donc je le disais, industrie du futur aujourd'hui pour parler d'industrie verte avec les usines du futur. Ce sera le premier panel de la journée. D'industrie plus sociale, plus locale, ce sera le thème du début d'après-midi et d'innovation face à notre capacité à nous adapter et à atténuer nos émissions de gaz à effet de serre face au changement climatique. On terminera en conclusion cet après-midi pour cette 4e journée co-organisée avec l'ENSAM. Je suis très heureux de vous retrouver nombreux et je vais sans plus tarder céder la parole à ma collègue, à ma responsable, devrais-je dire, une femme, et c'est suffisamment rare dans le secteur de l'industrie pour pouvoir le noter, la coprésidente de l'Institut Open Diplomacy, Anaïs Vogelis, docteur Anaïs Vogelis, devrais-je dire. Anaïs, la parole est à toi. Bonjour à tous, merci Thomas pour cet accueil et félicitations pour cette 4e journée. Je me réjouis qu'elle soit consacrée au thème de l'industrie. Comme beaucoup de gens le savent, au moins chez Open Diplomacy, l'industrie est un thème qui m'est très cher. C'est un thème qui est redevenu sur le devant de la scène à la faveur de la crise de la Covid-19, où on s'est rendu compte à la fois de la dépendance de la France sur le plan productif, mais aussi les conséquences climatiques auxquelles nous étions confrontés. Et cette journée, j'espère qu'elle va servir à démontrer que l'industrie, elle est un levier de la transformation de notre monde. On ne pourra pas relever les défis de la transition écologique sans l'industrie et les industriels qui sont porteurs d'une part de la solution, des solutions, devrais-je dire, plutôt que de la solution, puisqu'il y a plusieurs solutions. Mais le chemin sera long, chacun le sait, et les conséquences vont être lourdes, c'est-à-dire qu'on a affaire à une transformation extrêmement profonde qui va avoir des conséquences à la fois économiques, puisque un certain nombre d'entreprises vont devoir repenser leur modèle économique. Il y a même des secteurs industriels qui, au regard de nos ambitions de transition écologique, eh bien, ne sont plus compatibles. Donc, il va falloir accompagner ces mutations qui vont avoir aussi des conséquences sociales lourdes. Et donc, il faut anticiper tout ça. Et donc, je pense que nos 4 grandes tables rondes permettront de le faire, ainsi que le grand entretien avec Cédric Villani. Et je crois, Thomas, qu'il y a aussi une masterclass qui va amener des réponses avec une parole un peu plus citoyenne. Mais comme je reviens pour la tature, je ne vais pas la parole et je propose de la passer tout de suite au professeur Laurent Champanet, directeur général de l'ENSAM, pour introduire cette journée puisqu'elle est co-organisée avec l'ENSAM, toujours en direct de la Maison de l'Europe. Merci beaucoup Anaïs et tu fais bien de passer la parole au professeur Laurent Champanet. Professeur, je me permets de vous introduire en apportant un léger élément complémentaire à ce qu'Anaïs a dit, puisque entre autres qualités de professeur des universités, de directeur général des arts et métiers, vous avez également été élu récemment président de la conférence des grandes écoles. Et donc c'est une double fierté que de pouvoir travailler avec une école d'ingénieurs aussi passionnante que les arts et métiers, vraiment au cœur du tissu industriel français depuis plusieurs décennies, plusieurs siècles maintenant, mais aussi au président de la conférence des grandes écoles, puisque je sais que les grandes écoles, à travers vous, parlent de leur engagement en matière de transition écologique, de développement durable. Je préfère dire ça, c'est plus large et plus complet. Professeur, on vous donne la parole et on aura avec vous toute la journée d'autres enseignants-chercheurs de l'école et des étudiantes de l'école, ce qui est aussi un très bon signe. Merci Thomas, merci Anaïs. Effectivement, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Effectivement, je préside depuis 6 mois la conférence des grandes écoles. Ça me permet de débuter parce que un certain nombre de ces grandes écoles sont partenaires d'Open Diplomacy pour ces rencontres du développement durable chacune des journées. Et effectivement, la place des grandes écoles aujourd'hui, dans le contexte que vient de décrire Anaïs, un contexte
post-crise, avec une attente forte de la société vis-à-vis des sujets de développement durable, de respect de l'environnement, de respect des femmes et des hommes par l'industrie et par l'économie tout entière. La place que veulent se donner les grandes écoles, c'est l'endroit où on invente les entreprises du futur, on invente l'économie du futur, parce qu'on y fait de la recherche. On fait de la recherche sur les technologies du futur, sur les organisations, sur le management du futur, sur l'architecture du futur. Et surtout, on forme les jeunes qui, dans quelques années, dans très peu de temps, ceux qui seront rentrés cette année seront sur le marché dans 3, 4 ou 5 ans, vont transformer les entreprises, vont transformer l'économie vers des entreprises plus durables et plus sociales. Et c'est ce qu'on cherche à faire comme modèle de formation dans ces grandes écoles. Alors, les arts et métiers, dans ce contexte-là, on est sur cette logique-là. On accompagne l'industrie depuis près de 250 ans maintenant. C'est une école qui a été créée en 1780. On a été créé à cette époque-là pour la première transformation de l'industrie qui était sa mécanisation, c'était la première révolution industrielle. Et depuis toujours, les arts et métiers accompagnent l'industrie dans ses mutations. Et aujourd'hui, dans cette mutation qui est presque triple, hein, avec des enjeux sur le digital, mais aussi sur l'environnemental et qui sont bien plus forts, et encore aujourd'hui encore plus sur les sociétales. Et donc du coup, on est une école généraliste, on forme des ingénieurs qui vont intégrer l'industrie au sens très large du terme, mais je pense que c'est le sens qu'il faut utiliser aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui est production de biens et de services au service de la société, de manière avec une qualité maîtrisée, avec un débit maîtrisé, c'est-à-dire que même l'hôpital est une industrie qui fournit des services en continu. Et aux arts et métiers, on fait de la recherche sur les nouvelles technologies, sur les nouvelles organisations industrielles, qui sont en général réalisées avec des partenaires industriels qui aujourd'hui nous demandent de plus en plus de la recherche et de l'innovation sur le champ du développement durable et d'une industrie plus sociale. Donc nos activités de recherche, le professeur Béaré sera avec vous, le directeur de nos laboratoires tout à l'heure, nos recherches sont pilotées par cette demande de l'industrie. Et puis, nous formons des jeunes ingénieurs pour l'industrie, des gens qui seront très rapidement des pilotes de l'industrie, des dirigeants d'industrie, des créateurs d'entreprises, donc des gens qui seront à même de prendre les bonnes décisions pour faire ces bonnes transformations. Et ces jeunes, aujourd'hui, quand ils arrivent dans l'école, ils sont souvent très engagés sur les questions de développement durable et les questions de responsabilité sociétale, et c'est très bien. Nous, on doit les accompagner et peut-être aussi les aider à transformer leur engagement, qui est parfois pour certains d'entre eux du militantisme, en une énergie positive pour la transformation de l'industrie. Et en ça, je veux dire que parfois, on a des jeunes qui refusent de s'intéresser à telle ou telle entreprise, pensant qu'ils ne pourront jamais partager leurs valeurs, qu'elles sont trop polluantes, alors que ces mêmes entreprises ont déjà réfléchi à ce qu'il faudrait faire pour être plus durable, plus social, et elles ont besoin de cette population de jeunes ingénieurs, de jeunes dirigeants, pour se transformer. Donc on a un rôle un petit peu central, un peu charnière entre la fin de l'éducation et puis l'entrée dans la vie active. Et aujourd'hui, on a un gros poids sur nos épaules en termes de préparation de la génération qui va transformer l'industrie en une industrie plus durable et plus respectueuse des femmes et des hommes et de leur environnement. Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui avec vous et qu'il est naturel que les arts et métiers accompagnent Open Diplomacy sur cette journée centrée sur l'industrie. Voilà ce que j'avais à vous dire dans cette introduction. Et effectivement, on donnera la place à la partie recherche avec le professeur Béaré, à la partie formation, et aussi formation tout au long de la vie, parce que ces entreprises, elles veulent aussi former leurs cadres qui sont actuellement dans les entreprises via la formation continue. Donc, une personne de chez nous parlera de ça, Xavier Château. Et puis, effectivement, comme l'a dit Thomas, je suis très contente qu'une de nos étudiantes soit avec nous aujourd'hui. Merci, professeur cher Laurent. C'est très important pour nous d'être dans le cœur de ce qui fait la transformation de ce pays dans son tissu productif. Et c'est pour ça qu'on est particulièrement fiers de travailler avec les arts et métiers. Et je dis juste quelque chose qui me tient plus à cœur encore, c'est que
Les arts et métiers, ça ressemble à ce que les rencontres du développement durable veulent être, c'est-à-dire partout en France. Vous avez des centres à travers tout le pays. Je ne les dénombre pas, mais je sais qu'il y en a à Bordeaux, il y en a dans le sud de la France, il y en a à Cluny, à Metz, à Châlons, je crois. Il y en a, sans compter les instituts de recherche aussi qui vous accompagnent. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, on aurait aimé être avec vous à Lille, sur ce campus de Lille magnifique, où on aurait pu se retrouver. Mais par précaution sanitaire, on est ici. Vous avez mentionné vos étudiantes qui viennent prendre la parole dans la masterclass pour les générations futures parce que précisément, on veut aussi interroger cette tension qu'il y a entre l'offre et la demande, si j'ose dire, des employeurs et des futurs employés dans ce domaine-là. C'est quelque chose auquel se confrontent aussi tous ceux qui travaillent dans le domaine de la formation professionnelle, vous l'avez dit. Les régions sont pilotes de ces questions. C'est pourquoi nous avons choisi d'inviter la région Hauts-de-France à prendre la parole. Nous avions invité Xavier Bertrand et il a confié le soin à Monsieur Frédéric Motte, conseiller régional et président de la mission REV 3, de le représenter et de s'exprimer. Monsieur Motte, nous vous écoutons pour comprendre ce que la région fait en matière de développement durable. À toutes et à tous. Je ne reviendrai pas sur le 6e rapport du GIEC. Il nous confirme que, et pour paraphraser un ancien président, la maison brûle toujours. Moi, je vais vous parler d'une mission, d'une ambition territoriale qui est cruciale, mais dont la mise en œuvre peut paraître folle, tellement elle est ambitieuse. C'est à savoir faire muter, transiter toute une institution, tout un territoire et ses acteurs économiques et sociaux, et tout repenser à l'aune de la décarbonation. Je suis donc Frédéric Motte, marié, 2 enfants, hélas déjà 57 ans. J'ai une double vie faite d'entrepreneuriat dans l'industrie justement et d'engagements sociétaux pour cette région des Hauts-de-France que j'adore. Alors tout ce parcours, vous le retrouverez sur LinkedIn, mais j'ai une nouvelle opportunité qui s'ouvre en étant, vous l'avez dit, depuis 3 mois, élu au Conseil régional des Hauts-de-France. Je suis membre de l'exécutif et j'ai en charge une mission, mais alors absolument passionnante, et qui vaut donc la chance d'être parmi vous ce matin. Et il s'agit de porter, de diffuser l'engagement de décarbonation des acteurs des Hauts-de-France par une ambition régionale que nous avons appelée REV 3. Alors je dois vous avouer peut-être que, alors ça c'est l'âme d'entrepreneur qui aime relever des challenges, que néanmoins chaque jour je suis un peu plus passionné, chaque jour je suis un peu plus motivé, mais chaque jour je constate combien la montagne est haute. Et plus que jamais, notre projet territorial, j'en suis convaincu, il est d'actualité. Alors, il faut regarder les chiffres, même si la région des Hauts-de-France ne représente que 0,08% de la population mondiale, que 0,02% de la superficie du globe, et que les 29% du CO2 produit par la Chine, eh bien, évidemment, ne connaissent pas les frontières. Mais nous devons tous prendre notre part à ce combat collectif. Et ici, dans les Hauts-de-France, nous voulons résolument nous y engager. Alors, REV 3, c'est une ambition qui est née il y a 8 ans de la rencontre entre l'ancien président du conseil régional, de l'ancien président de la CCI de région et d'un dénommé Jérémy Rifkin qui avait alors commis un livre qui s'appelait la troisième révolution industrielle, d'où ce nom REV 3. Et donc, grâce à des démarches volontaristes, au départ principalement axées vers les entreprises et quelques collectivités, ce sont des milliers d'actions qui ont été initiées, soutenues, accompagnées. Ce sont aussi des milliers d'emplois qui sont maintenus, transformés, attirés ou en création. Et donc, grâce à des acteurs durant ces 8 années, eh bien, notre territoire, il bouge, il innove, il avance. Et on peut même constater que sur beaucoup de thématiques, notre région est souvent leader ou exemplaire. Cependant, notre peut-être culture du vivons heureux, vivons cachés, nous pénalise fortement. Et il faudra certainement revoir notre communication dans ce monde de l'instantanéité. Alors, en inscrivant la dynamique REV 3 comme un marqueur territorial, comme un élément fédérateur et entraînant pour la région, c'est la volonté de développer un sentiment de fierté, d'appartenance, et ainsi d'en faire aussi un élément d'attractivité dans la compétition des territoires à laquelle nous assistons. Et donc, c'est avec une exigence de pragmatisme que le président de région nouvellement réélu a voulu que cette ambition REV 3, eh bien, elle devienne un fil rouge de la nouvelle mandature et elle se retrouve dans toutes les politiques régionales et donc ne soit plus pilotée par une personnalité extérieure, mais bien par un élu pour signifier l'engagement de la région
et piloter avec les services le projet. Alors attention, un REF3, c'est pas un cadre réglementaire, ceux qui connaissent les collectivités type SRADET, c'est pas une politique régionale qu'il prédette, mais c'est un choix, c'est un projet de territoire, c'est un projet de transition qui est choisi par la collectivité et qui s'engage. Et c'est alors une opportunité d'entraîner toutes les forces vives autour d'un enjeu qui soit mobilisateur et partagé. Ce combat pour la décarbonation, j'ai envie de dire, il repose sur deux jambes, par l'innovation technologique, on va y revenir, mais aussi par une évolution de nos comportements. Et donc, je vais vous retracer un peu le fil de la réflexion, de ce qui va guider notre action pour mettre le territoire encore plus en mouvement, encore plus dans l'action. Tout d'abord, partager peut-être 3 évolutions ou transitions qui s'imposent à nous, c'est important, qui s'imposent à nous et nous obligent à tous nous mettre en mouvement pour les gérer et les accompagner. La première, ce sont les transitions énergétiques, climatiques et environnementales. La deuxième, ce sont les évolutions technologiques, les révolutions, devrais-je plutôt dire. Et les troisièmes, ce sont les évolutions sociétales, en revisitant nos modes de vie, se loger, se soigner, se distraire, se nourrir, se déplacer, ouvrant ainsi le champ des possibles. Il y a un constat qui s'impose à nous, c'est évidemment que le moment est venu. Et les citoyens, dans leur diversité de responsabilités, qu'ils soient parents, jeunes, entrepreneurs, enseignants, collectivités, agriculteurs, élus, tous désormais ont compris, il faut s'engager. Alors nous avons un objectif, c'est que ces transitions qui sont créatrices de richesses et d'emplois, eh bien elles sont une opportunité pour travailler collectivement au développement, à l'attractivité, à la fierté, au sentiment d'appartenance, avec l'objectif de promouvoir une région qui soit plus durable, plus solidaire pour les hommes, alors avec un grand H, les territoires et la planète. 3 points de méthode, si nous voulons réussir et être efficaces et surtout être pédagogues, il nous faudra penser toujours avec pragmatisme à agilité, simplicité, deuxièmement à écoute et concertation, et troisième point à évaluation. 4 piliers pour réaliser ces transitions avec cette ambition REF3. Attention, un REF3, je vous le disais, c'est juste une marque, c'est pas une personne morale ni un schéma administratif, c'est pas en tout cas une strate supplémentaire, mais c'est bien un outil d'accompagnement. Et donc, premier pilier, ce sont les collectivités locales. Beaucoup sont déjà engagés. J'avais envie de dire, il faut toutes les entraîner. Nous avons créé des territoires démonstrateurs. Eh bien, ce sont eux qui ont initié des réseaux de chaleur, des politiques de rénovation, de transport paysagère, etc., de rénovation urbaine. Le deuxième pilier, il vous concerne tout particulièrement aujourd'hui, ce sont les entreprises. Et là, c'est sans exclusive, de toute taille, de tout secteur, parce que les révolutions technologiques vont les obliger à bouger. Vous l'avez évoqué juste avant, c'est parfois peut-être même une question de vie ou de mort. Ces mutations, elles sont aussi génératrices d'emplois, elles sont également exigeantes sur les enjeux de la formation, et évidemment, l'ENSAM a toute sa place. Le sujet donc de ce matin, RDD et industrie, très clairement, nous nous affichons la volonté de soutenir, d'accompagner l'industrie dans un territoire qui a connu plusieurs résiliences et qui veut justement faire de son tissu industriel et de la formation des acteurs véritablement une opportunité pour appréhender les révolutions, notamment technologiques et organisationnelles. Alors après quelques années, trop d'années de bashing, de fantasmes sur le fabless, on se rend compte enfin combien l'industrie est créatrice d'innovation, d'emplois, d'exportation, d'emplois induits et d'indépendance politico-économique. Et la crise Covid, d'ailleurs, elle nous a fait prendre encore plus conscience du tragique de ces décisions passées. Alors, faut être honnête, nous n'envisageons pas des relocalisations, mais bien des localisations de nouveaux projets autour des secteurs clés de la région. Je pense à l'automobile, à l'agroalimentaire, à l'énergie. Et donc, nous le structurons autour de filières d'avenir. On en a déjà identifié une dizaine, la méthanisation, les biomatériaux, l'écomobilité, je pense notamment avec l'arrivée des 2 usines de batteries, mais aussi avec l'émergence d'une filière de recyclage de ces batteries. Parce qu'en transversal à ces filières, nous soutenons 2 nouveaux modèles économiques et la région est notamment leader dans l'économie circulaire, mais aussi dans l'économie de la fonctionnalité. Le troisième pilier, c'est l'enseignement, vous l'évoquiez tout à l'heure, notamment nous concernant, c'est les lycées, mais c'est évidemment le supérieur et la R&D, qu'elles soient tant scientifiques qu'en sciences humaines et sociales. Et enfin, et tout particulièrement, j'ai envie de dire les citoyens et la jeunesse.
et chacun de nous est à la fois alors acteur et prescripteur. 4 piliers que je vous évoquais, mais c'est aussi 5 défis à relever. Le premier, c'est le temps, car là-haut, le réchauffement climatique continue, car la mise en œuvre des solutions prend du temps, le temps administratif, construire un réseau de chaleur, c'est 10 ans, changer un parc automobile, c'est 20 ans, et puis aussi, car le temps qui passe laisse aussi la porte au raccourci de la démagogie, du repli et du renoncement. Deuxième défi, les moyens financiers. Relever tous ces défis, ça va nécessiter des moyens financiers absolument colossaux. Et donc c'est pourquoi l'illusion de la décroissance répond selon nous pas à cette exigence de moyens. Elle est non seulement une négation de notre histoire, de notre solidarité et de la créativité sans limite de l'être humain. Et donc ce sont ainsi les opportunités des innovations technologiques dans les domaines agricoles, énergétiques, de la construction, de la mobilité. C'est accompagner des comportements adéquats qui nous permettront les avancées et rendront possibles ces transitions. Alors nous pourrons aussi soutenir le troisième défi, c'est l'engagement fort des politiques, des acteurs politiques. Parce que les freins et les contraintes réglementaires, administratifs et sociologiques sont et seront puissants. Et donc je pourrais écrire un jour un bêtisier, il nous faudra du courage, de la volonté, de la pédagogie pour sans relâche initier et accompagner les transitions. Le quatrième défi, je vous le dis, c'est la massification. Je vous le disais, notre région est souvent leader et exemplaire dans bien des domaines, mais les défis des évolutions climatiques, ça nécessite de changer d'échelle. Et donc, comment l'organiser, comment l'accompagner? Je prends souvent l'exemple d'une opération de réhabilitation de logements sous la forme dite Energy Sprong. C'est la Rolls de la rénovation. Nous avons la plus grosse opération en France, c'est dans les Hauts-de-France avec 150 logements. Mais si on voulait vraiment changer l'habitat de la région, il faudrait faire 20 000, 30 000 rénovations par an. Et donc, quid alors de l'industrialisation, de la création d'une filière et de la formation. Le cinquième défi, c'est l'appropriation citoyenne. Les actions menées, les chantiers lancés sont à la fois pas encore suffisants et trop le fait d'initier. Et donc, nous sommes convaincus que le succès viendra d'une appropriation et d'un engagement collectif. Et donc, enseignants, élus, entrepreneurs, associations, nous avons une responsabilité pédagogique cruciale et donc montrer que ces transitions sont source de bien-être, de qualité de vie, d'emploi, qu'elles permettent de concilier économie, emploi et écologie. Et si je peux oser une définition donc de cette ambition Rêve 3, c'est de dire que c'est l'étendard, c'est le catalyseur d'une ambition collective et d'action pour une région exemplaire et leader dans les défis de la décarbonation et des transitions environnementales, économiques et sociales. Merci, et promouvoir ainsi un territoire plus durable et plus solidaire pour et avec les hommes, les territoires et la planète. Merci, alors concrètement, on a démarré depuis 3 mois par toute une série d'initiatives, par une revue d'action de toutes nos politiques, par une action de concertation avec tous les acteurs du territoire, par une présence sur le terrain, par des rencontres avec le monde associatif, avec l'ambition d'afficher dès le mois de janvier une délibération cadre et qu'à l'avenir, toutes les délibérations du Conseil général intègrent un petit carré qui nous dirait, voilà dans cette délibération comment j'intègre cette décarbonation, quels sont mes indicateurs et quels sont mes axes d'amélioration. Et donc en conclusion, avec humilité, mais avec une volonté chevillée au corps, nous pourrions dire que cette ambition Rêve 3, c'est l'opportunité de révéler avec tous les acteurs, de relever avec tous les acteurs les défis de la décarbonation et des transitions évoquées. C'est l'opportunité de mobiliser et de révéler les talents que recèlent nos collectivités, nos entreprises, nos universités, notre jeunesse. C'est l'opportunité de créer richesse et emploi, attractivité et bien vivre dans notre territoire. Et parfois, face à l'étrange renoncement de certains, face aux déclinologues et autres marchands de peur, face à une société parfois peut-être un peu désenchantée, qui ne croit plus en son avenir, eh bien nous voulons nous mobiliser pour montrer que ici, dans les Hauts-de-France, autour de cette ambition Rêve 3, nous sommes rassemblés, engagés pour relever ces défis, pour bâtir une espérance et construire cette région plus durable et plus solidaire. Merci Monsieur Motte, j'ai manqué de vous couper 2 fois, mais en fait j'ai bien fait de vous laisser terminer parce que cet espoir, c'est ce dont on a besoin. Vous avez dit, vous avez terminé par espoir, vous avez commencé par humilité et comme vous l'avez dit, c'est aussi penser à notre échelle, à l'échelle d'une région où on se sent tout petit face aux grands
pollueurs mondiaux. Et comme nous sommes en pleine pré-COP 26 qui est attendue à Glasgow, la pré-COP se passe en Italie, il est essentiel de savoir remettre les territoires à l'échelle du monde sans oublier leur rôle essentiel. Et vous avez été éloquent et précis sur le rôle que vous jouez, très global, tout à fait holistique dans les approches à suivre. Et je retiens une chose, si vous me permettez. L'appropriation citoyenne, c'est précisément la raison pour laquelle l'Institut Open Diplomacy, et aujourd'hui singulièrement avec les arts et métiers, co-organise ces rencontres du développement durable. C'est pour que précisément tous les acteurs de la société civile embarquent dans la transition. Donc c'était essentiel de le rappeler. Merci beaucoup Monsieur Motte, merci à la région Hauts-de-France d'avoir été présente. On s'arrête pour cette introduction, on va assez vite plonger dans les débats de la journée et on se retrouve à 9h35 pour la première table ronde. Usine du futur, verte by design, c'est la première question que nous allons traiter aujourd'hui. À tout de suite.